Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est la première partie de l'enregistrement de Demey Fernand, réalisé le 20 mai 2009. Parole de résistants et déportés en Dordogne, le 20 mai 2009, Monsieur Fernand Demey, à Saint-Albert. Monsieur Demey, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Voilà, j'habite à Saint-Albert et je suis, pendant 27 ans, je suis été le président des anciens combattants. Et si je suis venu à Saint-Albert, parce qu'au début, j'habitais la commune de Sainte-Foy de Longas, où j'y suis né, j'y ai grandi. Je suis allé à l'école à Sainte-Foy de Longas et ensuite je me suis marié et avant de me marier, donc j'ai fait la résistance avec surtout le groupe Marchandou, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous êtes né et dans quelle commune ? Alors, je suis né dans la commune de Sainte-Foy de Longas le 24 juin 1924. Merci, monsieur. Et est-ce que vous avez un souvenir particulier du moment de la déclaration de la guerre, en 1939 ? Je m'en souviens très bien, oui. À l'époque, j'avais 13 ans et je devais poursuivre mes études. Mais comme j'étais l'aîné de 3 enfants, mon père étant mobilisé à la guerre de 39, voilà, il était à la poudrerie de Bergerac, et moi j'ai pris la succession pour travailler les terres que mon père travaillait, voilà, pour faire vivre ma mère ainsi que mon frère et ma sœur. Et je me souviens très bien quand le glas, le 3 septembre, a sonné, que tout le monde est parti, donc entre le premier et le 3e jour de la déclaration de guerre contre l'Allemagne. Et que faisaient vos parents exactement ? Quelle était leur profession ? Agriculteur. Et moi, je suis été agriculteur par la suite, mais bon, j'avais quand même une instruction que je m'étais faite personnellement. Et je suis devenu agent général et je suis d'une compagnie d'assurance dont j'ai voyagé beaucoup dans toute la France parce que j'ai eu une estimation incroyable de cette compagnie d'assurance qui m'a fait voyager en tant qu'expert. Et par la suite, je suis devenu un expert judiciaire par la Cour d'appel de Bordeaux, auquel, malgré mon âge à l'heure actuelle, j'ai 85 ans, encore l'année dernière, je suis été sollicité par la Cour d'appel de Clermont-Ferrand pour aller faire une expertise en Corrèze. Merci. Vous étiez l'aîné dans votre famille ? Oui, j'étais l'aîné de 3 enfants, dont j'ai eu un frère au milieu et puis ma sœur la plus jeune. Vos parents étaient propriétaires de la ferme ? Propriétaire, dont c'est mon neveu qui a gardé la propriété parce que j'avais mon frère qui était célibataire et puis bon, avec mon neveu, ils se sont bien entendus. J'ai laissé ma part pour que mes parents ne soient... J'ai laissé la part à mon frère pour qu'il puisse soigner mes parents, voilà. Et est-ce qu'il y avait dans votre famille un engagement politique particulier dans votre famille ou pas du tout ? Non, mais bon, je suis été un homme toujours de gauche et je pense que à l'époque, en 1939, dans la résistance, c'était principalement des hommes de gauche qui ont ouvert la résistance. Et par la suite, je suis un grand cousin, un peu de loin, de Lucien Duttard, et auquel vous pouvez vous rendre compte sur les effectifs électoraux qu'il a été élu chaleureusement avec 3 mandats de député
et qui a réconforté. Donc je me souviens très bien de Perron aussi, quand il est venu à la libération à la Lande, que le secteur était libéré, quoi, là, hein. Donc les élections, et je pense qu'encore à l'heure actuelle, si le département est à gauche, principalement, tout vient de là. Et est-ce que vous avez un souvenir de l'arrivée du Front populaire? Est-ce que vous étiez jeune, mais est-ce que ça vous a marqué? Oui, j'étais jeune, mais je me souviens très bien qu'on la Croix de Feu, quoi, le front, pas le front, si, le Front National, quoi, là, un petit peu, quoi, là. Mais c'était un petit peu mitigé des hommes politiques de droite et surtout du clergé. On était dans une commune à Sainte-Foy de Longas qui était une commune un petit peu à droite. Et je me souviens, pendant la guerre, c'est-à-dire pendant la résistance, on avait un curé qui essayait de passer dans les maisons. Et il s'est trouvé d'aller à Saint-Marcel du Périgord, où était le groupe Marchandou, et on venait de faire dans la nuit d'avant un parachutage, et il y avait 2 hommes qui étaient dans une maison qui était inerte depuis 8 jours, parce que le patron et la patronne, quoi, étaient décédés en espace de 8 jours. Cette maison était totalement vide, et on avait déposé un parachutage d'arbres dans la nuit, et il y avait 2 hommes qui le gardaient avec un revolver sur la table, et voilà que le curé s'amène, et le curé, ça a surpris les 2 hommes. Alors les 2 hommes de jeunes qui étaient de garde lui ont demandé: qu'est-ce que vous venez faire? Ah, je viens voir les 2 vieux. Comment? Vous venez voir les 2 vieux et vous savez que vous les avez enterrés il y a 8 jours? Vous venez pour autre chose. Et vous ne savez pas ce qui l'a refroidi. Dans la nuit suivante, ils ont fait un mannequin et ils l'ont pendu à la sacristie de Sainte-Foy-de-Longas. Un homme pendu en veut 3 d'averti. À partir de ce jour-là, ce curé n'est plus avancé parce qu'il était sollicité par ce nommé Casinelli, là, qui était dans la Gestapo, là, et qui a été arrêté par la suite. C'est pour cela que Marchandou lui en voulait à ce Casinelli, là. Est-ce que vous vous rappelez de la date de cet événement, de l'année de cet événement? Ah oui, début 1943. C'était début 1943, au lieu dit la Maison Rouge à Saint-Marcel du Périgord, là. Et au début de l'enregistrement, vous avez dit que votre père a été mobilisé par la guerre. Oui. Et il a été prisonnier. Qu'est-ce que s'est-il passé pour lui? Non. Et c'est-à-dire que il avait, quand la guerre s'est déclarée en 1939, il avait 39 ans, parce qu'il était né en 1900. Donc, 39 ans, il a 3 enfants, il n'a pas été mobilisé pour aller au front. Mais il était mobilisé pour être un ouvrier dans la poudrerie de Bergerac. Il y est resté longtemps, la poudrerie? Il y est resté 6 mois, à peine 6 mois. À peine 6 mois, parce qu'en 1940, il y a eu la débâcle, et puis bon. Et comment êtes-vous entré dans la résistance? Alors, je suis rentré dans la résistance parce que mon père était un grand ami de Marchandou. Et sachant que il y avait des choses qui commençaient à se passer en 1942, il y a eu les premières réunions qui se sont faites à côté de chez nous, là, dans les bois, et je me rappelle qu'on y était 6 avec 2 hommes par commune. Je suis été nommé agent de liaison à cette époque-là, et pour faire une grande réunion ça a daté plus de 6 mois, 1943, début 1943. J'ai porté le pli pour ainsi dire, à tous les chefs de résistance de chaque commune, passant par Pona,
Pona, Sainte-Foy-de-Longas, Saint-Laurent-des-Bâtons, Saint-Félix, Liorac, Pressignac, Lalande, auquel, à ce moment-là, 1943, est arrivé, comment dirais-je, attendez, c'est que là je coupe. Allemagne a commencé à faire ses premières réunions. Ça s'est passé dans un lieu fin 1942, auquel j'avais visité tous les chefs de résistance qui étaient venus pour prendre des décisions. Voilà, surtout les premiers parachutages. Et ensuite qu'il y ait dans chaque commune un responsable. Et je le citerai, pour Saint-Laurent-des-Bâtons, c'était Étienne Grelotti, pour Saint-Félix, c'était Barjou, pour Pressignac, c'était Achille Labo, pour Liorac, c'était un Espagnol, Emmanuel, pour Pona, c'était Roger Coutou, Saint-Albert, c'était Pierre Larue, et Sainte-Foy-de-Longas, c'était René Clair. Et Grand Castan, Mozac et Grand Castan, c'était Henri Potier. Et Lalande, c'était un nommé Martin qui était un petit peu, connaissait l'aviation, quoi, et Lalande était un petit peu divisée, quoi, là. Lalande Sud et Lalande Nord. C'était Lalande Nord. Et c'est là que, bon, il y a eu les premières réunions, ont été faites sur la commune Sainte-Foy-de-Longas, au lieu dit Camberou, au milieu d'une maison qui était située au milieu des pins. Et je vous assure que la nuit, on entendait les chiens aboyer, mais les gens ne se sortaient pas beaucoup, parce qu'ils avaient commencé à se parler de résistance. Et de la Gestapo aussi, qui commençait à suivre pour essayer de détecter et de prendre des personnes. Alors je me rappelle très bien, le 17 décembre 1943, quand ils ont arrêté le docteur Cuvelier au Big, Pierre Biratel ici à Saint-Albert, Louis Bonafy à Saint-Marcel-du-Périgord et Lucien Marcoux, instituteur à la Monzie Montastruc. Ces 5 personnes, j'ai vu passer le car, j'étais derrière une haie, et j'ai vu passer le car avec ces 5 personnes, et donc le milicien avec son chapeau et la grande blouse noire. Ça fait quelque chose, et quand on voit ces personnes que jamais j'ai pu revoir dans mon cœur, voilà. C'était des miliciens qui ont procédé à l'arrestation? Ah non, c'était la Gestapo, c'était des hommes qui avaient signé un contrat avec les nazis, voilà. Et donc tout ça, c'est en 1943 que s'organise... Le 17 décembre. Oui, mais d'une manière générale, que s'organise la résistance et que vous êtes chargé de faire le tour. La résistance était déjà organisée, voilà. Vous étiez agent de liaison et vous faisiez la jonction entre toutes les personnes que vous avez citées tout à l'heure. Je faisais la jonction de toutes ces personnes-là. Je peux vous donner ou faire voir, j'ai les certificats voilà, auxquels j'étais rentré en résistance en 1942, voilà. Et qui est-ce qui vous a nommé en quelque sorte agent de liaison? Comment est-ce que ça s'est passé? Parce que, j'avais un vélo, vous savez qu'à l'époque, on avait des vélos avec des pneus pleins, voilà. Mais moi, je m'étais toujours débrouillé d'avoir des pneus, avoir un vélo très confortable. Et ensuite, on n'avait pas trop d'essence en 1943, mais j'avais une moto. Mais dès le 6 juin, j'ai eu ma moto et j'étais l'agent de liaison entre Sainte-Foy-de-Longas et le PC, le PC il est, en premier lieu, il a été au château de mer, la Moulinier, ensuite à la Lende, et après, le 21 juin, il était à Vic, et c'est le 21 juin que donc ils ont fait brûler le PC, donc les Allemands ont fait brûler le PC à Vic, et puis le PC a été dissous, voilà. Le 21 juin 1944, je parle. Mais en 1943, vous étiez très jeune. Ah oui, ouais, enfin 17 ans, voilà.
Vous avez été choisi aussi parce que vous étiez jeune peut-être, non? Oui, mais enfin bon, j'étais connu déjà. J'avais beaucoup de connaissances malgré ma jeunesse. Et puis on avait pratiqué les bals clandestins, voilà, à l'époque, que ça se faisait. Les bals clandestins ont joué un rôle pour la résistance? C'est là que les gens se rencontraient? Oui, on jouait un rôle. C'est-à-dire qu'on retrouvait presque tous les jeunes qui, par la suite, sont venus soit au groupe après le 21 juin, après le 6 juin. Ils se sont tous regroupés, soit qui sont venus avec moi au groupe Marchandou ou qui sont partis ailleurs, quoi, dans d'autres groupes, voilà. Mais dans le secteur, au groupe Marchandou, on y était 17. En fait, c'est dans les bals que les jeunes se retrouvaient. Voilà, parce que c'était ma classe, 1944. La classe 44, elle a été exemptée du service militaire parce qu'il n'y avait plus d'armée, voilà. Mais on devait partir, on était la dernière classe auquel on n'a pas participé au service du travail obligatoire, quoi. Parce que la classe 43 y a participé. Alors ça permettait que, on était sur la balance, soit il fallait... La guerre aurait continué, il n'y aurait pas eu le 6 juin, il aurait fallu gagner les maquis ou partir travailler en Allemagne. Voilà. Vous avez donc échappé aussi au chantier de jeunesse? Voilà, j'ai échappé au chantier de jeunesse. Voilà. C'est-à-dire, étant agriculteur, j'avais eu un sursis parce que je me trouvais du premier contingent de 1944. Voilà. Alors, étant agriculteur, j'ai été exempté. On a été repoussé. Il y en a quelques-uns qui sont partis de ma classe, ou alors fin 43 qui sont partis STO. Voilà. En tant qu'agriculteur et en connaissant vos jeunes collègues agriculteurs, quelle était l'image du maréchal Pétain à l'époque, jusqu'en 1943? Oui, je me rappelle qu'on allait à l'école et puis qu'on nous faisait dessiner le maréchal Pétain, quoi, c'est-à-dire avec son képi, voilà. Et j'étais bon écolier, bon dessinateur, j'avais eu le premier prix mais c'était pas dans ma conscience de faire le croquis du maréchal Pétain, quoi. Surtout par la suite, hein. Est-ce que vous avez ressenti une propagande particulière du régime de Vichy et de Pétain en particulier vers les agriculteurs? Vers les agriculteurs, peut-être les agriculteurs se sont mieux débrouillés que bien d'autres, parce que on n'a pas crevé de faim, premièrement. Et puis, c'est peut-être dans l'agriculture que, est ressorti davantage de résistants, parce que je vois qu'on était presque tous des agriculteurs et qu'on s'est retrouvés entre copains dans la résistance, voilà. Et je vois même d'ailleurs dans d'autres communes, parce que la commune de Saint-Marcel de Périgord a été l'une des communes, étant que le secrétaire de la commune était un nommé Louis Bonafy, qui a été déporté, parce que c'est la commune de Saint-Marcel qui a délivré le plus de fausses cartes d'identité à l'époque. Ah oui, elle a été citée pour la commune de Saint-Marcel du Périgord. Et pour quelle raison elle attribue Parce autant que le chef pas le chef de résistance, mais ce Louis Bonafy était déjà, donc vous direz là-dessus, comme quoi ce Louis Bonafy était plus dans l'armée que Marchandou. Et c'est pour ça que il était secrétaire de mairie, et il avait la facilité, ainsi que son maire. Son maire était agent de pont et chaussée, il travaillait sur la route, il avait le cachet et tout, il faisait la pièce d'identité sur le champ. Donc c'était des gens qui étaient acquis à la résistance finalement. Tout à fait enracinés dans la résistance. La commune de Saint-Marcel a été une commune communiste à 100%, communiste à 100%.
Et c'est pour cela, d'après vous, que ça a eu un effet sur la résistance. C'est que les gens du Parti communiste sont passés à la résistance. Il y a des gens de droite qui y ont travaillé, mais principalement des gens de gauche, je ne veux pas dire entièrement du communisme, mais enfin de gauche. De gauche, ça a été l'ouverture de la résistance. Je reviens en 1943, donc vous êtes agent de liaison. Vous faites la liaison entre toutes ces personnes-là. Et en quoi consiste votre travail d'agent de liaison? Quels sont les messages que vous faites passer? Et est-ce que vous en avez connaissance des messages? Ah oui, c'est moi qui ai porté quand le 6 juin est arrivé. Le 5 juin, on m'a donné des dossiers, de petits dossiers, pour se rendre pour la libération du camp de Mozac. J'ai porté l'ordre de se rendre à 5 heures du matin, c'est-à-dire 4h30 d'être sur place pour la prise du camp de Mozac, pour la libération du camp de Mozac. Et en effet, tout le monde était là, mais bon, il n'y a pas eu de résistance, et c'est là que la libération s'est faite pour libérer tous les hommes politiques qui avaient été internés, tous des hommes de gauche. Et par la suite, la prison a été ouverte, ça a été au tour d'enfermer tous ceux qui avaient travaillé contre la résistance. Voilà. Et comment faisiez-vous pour les messages? C'était écrit ou vous les reteniez de mémoire? J'en avais d'écrits que je mettais dans le guidon de mon vélo et avec la poignée par-dessus. Voilà. Alors, j'en avais 2 de chaque côté. Quand je partais, j'en emportais 3, 4, pas plus. Voilà. Alors, et je peux vous faire voir, j'ai encore mon carnet que j'aurais pas dû l'avoir parce que je serais été arrêté. Là, par les Allemands ou la Gestapo, j'étais fusillé sur place. Mais j'avais un petit carnet, et je veux vous le faire voir, il date de 1944. Et vous reteniez aussi des messages de mémoire? Tout était écrit? Oui, je retenais les messages. Par exemple, le cheval blanc est de course aujourd'hui. Demain, c'est la lune rousse. Et, beaucoup de petits messages comme ça. Là. Mais ça, c'était donné pour les parachutages. Vous aviez connaissance de la signification du message ou pas? Eh bien oui, la signification du message, c'est-à-dire que on allait c'était quand on recevait ce message, on savait parce qu'on avait déjà donné l'emplacement du terrain de parachutage et il fallait qu'il y ait 4 hommes avec 4 lampes pour dessiner les 4 coins du terrain. Et c'était une beauté quand vous entendiez l'avion. On allumait et puis prenait ses positions dans le sens de la longueur et tous ces parachuteurs, les uns après les autres qui tombaient, c'était une beauté, ça là. Des parachutes on a eu des parachutes de toutes les couleurs, de blanc, de bleu, de kaki. C'était un jour de fête, quoi, pour nous. Donc vous avez assisté à plusieurs parachutages? Oui. J'ai assisté au moins à 6 parachutages. 6. Et comment ça se passait? Parce que ça se préparait longtemps à l'avance, j'imagine. Là, un souvenir où j'ai eu une grande peur, il y a un parachute qui ne s'est pas ouvert. Il faisait un petit peu vent. C'est tombé, ça a fait un bruit. Alors c'était rien que des mitraillettes. Elles ont été toutes esquintées. Mais par la suite, il y avait un nommé Auguste Chor qui avait un cheval avec une grosse charrette et qui venait chercher et ils amenaient ça au château de Perel qu'on appelle à Saint-Marcel du Périgord où il y avait une caverne et c'était là qu'on mettait toutes les armes. Et dans la nuit, en principe, les parachutages se faisaient par clair de lune, quand la lune était pleine. Et par temps clair, en plein hiver, on entendait les pas du cheval et la charge de la charrette. Ça faisait tlic, tloc, ça faisait une musique, mais parce que il n'y avait pas de voiture, tout le monde était enfermé.
Et on ne trouvait personne sur les routes. Mais il y avait toujours, on passait toujours 2 personnes à un écart de 150 mètres au-devant le cheval pour voir qu'il y ait personne qui ne guette, pour voir. Et on l'accompagnait. Et il faisait environ 3 kilomètres. 3 kilomètres sur route. Et c'était toujours ce monsieur avec ce cheval qui évacuait les parachutages? Ce cheval qui a fait le transport des armes. Un gros cheval avec une charrette, un cheval de trait qu'on appelait, noir. Et il y avait beaucoup de containers à chaque parachutage? Ah oui, il y avait 6-7 containers. Et tout à l'heure, je vous ferai voir là les parachutes que j'ai déposés au musée de la Résistance à Bergerac, que personne n'en avait gardé, et c'était le Marchandou qui les avait tous gardés, ces parachutes. Et à l'époque, tous les parachutes blancs, c'était un genre de soie très joli. J'ai ma mère qui était couturière. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Je pourrais même vous faire voir. Quand ma femme s'est mariée, parce que ma mère brodait. Elle a, comment dirais-je, un corsage brodé main de parachute que je conserve, que celui-là ne me quittera pas tant que je serai en vie. Parce que c'est un parachute que j'avais, qu'on s'était partagé entre ceux qui en voulaient, mais celui-là, il est d'un blanc, c'était fabuleux, la qualité que ça avait. C'était comme de la soie, très difficile à manipuler, parce que ça glissait, comme de la soie, mais d'une qualité extrême. Donc finalement, les toiles n'étaient pas perdues, elles étaient recyclées. Non. C'est vrai que les toiles, parce qu'on manquait de chemises, soit bleues, le kaki avait un inconvénient qui, en transpirant, ça déteignait. Le kaki déteignait, mais c'était les kakis, c'était des parachutes d'armes. Mais les parachutes bleus, c'était l'alimentation, les blancs, soi-disant qu'il y avait de l'argent. Moi, je me souviens d'avoir gardé, soi-disant, les millions qui ont passé sur les greniers des écoles de Sainte-Foy-de-Longas. On m'avait choisi pour prendre la garde en me disant il y a quelque chose sur le grenier, mais il faut que personne ne rentre. Tu gardes, c'est exclusif. Si quelqu'un insiste, tu tires. Tu le tues. Mais personne n'est venu, et c'est par la suite que j'ai appris qu'on avait gardé les millions qui étaient partis à Saint-Drieu aussi. C'était l'attaque de Neuvic, du train de la Banque de France à Neuvic. Voilà, à Neuvic. Mais ça, on l'a su après. Pour revenir au parachutage, donc, lorsque vous aviez le message, vous saviez quand est-ce que passerait l'avion ? Oui, on savait que c'était dans la nuit qui suit. Dans la nuit qui suit, tous les parachutages se faisaient entre minuit et demi, 1h, Minuit et demi, 1h. Et vous l'entendiez à la radio le soir même? Ah oui, le soir même à la radio, oui. Mais enfin, comme Marchandou avait un poste, parce que je me rappelle qu'on écoutait la radio, et souvent, quand j'étais pas informé, mais c'était pas pour nous. Et alors j'aimais bien écouter, mais c'était brouillé, alors là, c'était difficile à écouter. Mais alors on l'écoutait, mais comme mes parents habitaient sur le bord de la route, quand on voulait l'écouter, souvent même on ne couchait même pas dans la maison, on allait coucher dans les bois et dans une autre maison. Et c'est là qu'on écoutait la radio, parce que là, sur le bord de la route, il y en avait qui commençaient à prendre des écoutes pour savoir si on écoutait. Alors si on écoutait la radio, forcément, on vous prenait pour des résistants, là. Et il fallait être très, très organisé, parce que vous aviez peu de temps pour organiser le parachutage, entre le moment où vous avez le message et le moment où l'avion passe. Eh bien, c'est-à-dire que
En principe, la radio l'annonçait à midi, quoi, là. Alors, l'après-midi, j'allais faire la distribution, parce que tout le monde ne l'écoutait, mais ne le savait pas, ou juste lequel c'est, message il a passé plusieurs. Il y en avait un pour ici, un pour plus loin. Alors, quand c'était pour le secteur, Marchandou venait me trouver, et alors je faisais le circuit aussitôt pour être tout sur place. On y était environ 6 à 7, pas plus, à chaque parachutage. Voilà. Il en fallait 4 hommes pour signaler le terrain, voilà. Et puis les autres 3, au fur et à mesure, ils pliaient, les parachutes, ils étaient torchonnés, voilà. Et puis, tout était rassemblé, il fallait rien laisser, parce que le terrain, je me rappelle où il était très bien, c'était un terrain dénudé, sur une hauteur, entouré d'arbres, même pas de maison à côté, personne. Il y avait des propriétaires qui étaient à 300-400 mètres qui n'ont jamais entendu les parachutages. Hein. Donc c'était toujours le même terrain à chaque fois. Ah oui, c'était toujours le même terrain. Là. Il y a eu d'autres terrains plus ou moins éloignés, mais le terrain était sur la commune Sainte-Foy-de-Longas, sur un mamelon dominant, quoi. Et facile à repérer de loin, hein, parce que un avion, dès qu'il voyait les 4 lampes, il passait une fois et il revenait, et puis à la deuxième fois il lâchait, quoi, là. Vous vous rappelez du lieu-dit, s'il y avait un nom pour ce terrain de parachutage? Ben, le lieu-dit, enfin, pas le lieu-dit, c'est-à-dire que on recevait il était averti, le gars était averti, et puis dès que il avait la sommation par exemple, le cheval blanc va trotter ce soir, donc il savait que c'était celui-là qui devait sortir, voilà. Oui, Quand il sortait, à ce moment-là, il fallait prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'accueillir, voilà. Mais ce lieu, enfin l'endroit où il y avait les parachutages, il avait un nom. Il avait un nom où c'était en pleine nature, sans nom de lieu. Non, c'était sur la commune de Sainte-Foy-de-Longas. Le lieu-dit, c'était ah non, attendez, le lieu-dit, la Bénéchie. Mais comme il y a eu plusieurs parachutages à cet endroit-là, est-ce que vous n'avez jamais été inquiété ou repéré par les forces de l'ordre? Non, jamais. Vous avez indiqué tout à l'heure que vous faisiez un circuit pour prévenir tout le monde que le parachutage avait lieu. Oui. Vous aviez donc des gens bien particuliers à contacter. Ah oui, tout à fait. Oui. Là, si on ne le trouvait pas, on ne donnait pas l'ordre, c'était uniquement à la personne désignée. On faisait même pas confiance, même à son épouse. Hein. Donc vous aviez un poste déterminant puisque vous connaissiez tous ces noms-là par cœur. Ah oui, tout à fait. Auxquels même ils sont décédés et auxquels je leur ai fait les discours d'usage, quoi. Et tant que j'étais président des anciens combattants, j'ai tous les discours que j'ai fait à tous ces anciens résistants, quoi, là. Pendant 27 ans, vous vous rendez compte, malheureusement, j'en ai enterré, croyez-moi. Hein. Mais vous avez fait donc beaucoup de kilomètres en tant qu'agent de liaison, j'imagine. Est-ce qu'il vous est arrivé? Mais enfin, ce n'était que le secteur. Enfin, entre 10 kilomètres, facilement. Liorac, Pona, il y a 10 ou 12 kilomètres, quoi, là, mais pas plus, quoi, là. Ça faisait beaucoup d'allées et venues. Comment? Ça faisait beaucoup d'allées et venues à vélo. Oui, mais enfin, c'était pas tous les jours, et même pas une fois par mois, tout à peine. C'est-à-dire que quand 43 était passé, ça devenait un petit peu plus sérieux, quoi, là, mais plus restreint. Je me souviens que j'avais porté un pli à la Lende. Mais les Allemands arrivaient par derrière et moi je partais de l'autre côté. Il était grand temps, parce que là,
Et les gendarmes ne vous avaient pas repéré? Ah, non, les gendarmes, ils le savaient. C'est pour ça que ici à Saint-Albert, les gendarmes, c'était Pierre Biratel. C'est-à-dire que voilà, étant que les gendarmes me connaissaient, ils ont voulu, au 6 juin, ils ont quitté, ainsi que la laine, ils ont quitté le costume de gendarme et ils ont pris les culottes courtes de maquis. Et Pierre Biratel a monté un maquis au lieu dit la Brandière, ici sur la commune, sur la commune de Pesul, c'est-à-dire dans le triangle Pona, Trémola, Pesul, Saint-Albert. C'était une maison désaffectée où ils ont monté un maquis avec 26 hommes, dont 17 hommes rien que de Saint-Albert, de Sainte-Foy-de-Longas. 17 hommes. Et ils ont voulu me faire suivre, c'est-à-dire que moi j'ai quitté, pas quitté Marchandou si vous voulez, quoi, mais le groupe Cerisier pour venir avec Pierre Viratel. Et donc, au 6 juin, ils ont monté ce maquis, et le 21 juin, quand les Allemands sont arrivés à Moulinier, il était 10 heures, on a reçu l'ordre de venir en renfort au nord de Moulinier. Alors, moi, j'étais agent de liaison parce qu'on faisait la garde du pont de Trémola. Je ne sais pas si vous voyez le pont de Trémola sur la Dordogne. On gardait ce pont et le carrefour de la route du Bugue au Grand Pré. Et alors, je suis parti chercher les gars qui étaient sur le pont de Trémola. Et il était 11h30 quand tout le monde a été rassemblé. Entre-temps, Pierre Gardel avait réquisitionné le car qui faisait la ligne Bergerac-Le Bugue, ou Le Bugue-Bergerac, et ils nous ont pris dans le car pour aller rejoindre le nord de Moulinier. Et en passant à Pressignac, il était 1h10 en par là, quand les Allemands déjà avaient encerclé Pressignac. On s'est trouvé nez à nez avec une chenillette allemande. On aurait dû être tous morts. Alors moi j'ai suivi Pierre Gardel. Moi je savais l'initiative, j'avais pas fait de l'armée, mais j'avais quand même une initiative à me défendre. On avait tous des grenades, mais on les a pas utilisées. C'était de foncer sur la chenillette, parce que quand on est descendu du car, il y a un gars qui, dans la chenillette en français, disait « tirez plus bas ». Tirer plus bas. Alors la chenillette, dans un endroit qui allait légèrement en montant, et le car était arrêté, quand les pare-brises, tout ça, tout a sauté, mais personne n'a été tué dans le car. Hein. Tout le monde était descendu, et en descendant, Pierre Gardel nous disait, vous me suivez, en passant, on a passé à côté de la chenillette. Mais tous ceux qui ont voulu passer au-delà ont été tués par la suite. Donc il y a eu 5 jeunes ici à Saint-Albert qui ont été tués. Et 4 gendarmes de la Lende. 4 gendarmes qui étaient positionnés, qui ne faisaient pas partie du maquis de la Brandière, qui étaient avec le groupe Cerisier. Du groupe Cerisier, ils étaient avec leurs petits mousquetons, ils tiraient, ils ont arrêté 3 fois la chenillette, ils tiraient dans la visière de la chenillette. Ils ont 3 fois arrêté la chenillette, qui arrêtait de tirer, mais le temps qu'ils changeaient de chauffeur, c'est là qu'on a réussi à pouvoir, autrement on devait tous mourir. 22 personnes qui étaient dans le camp, on devait être tous tués. Et on s'est sauvés comme ça là. C'était sur la commune de Saint-Albert? Non, c'est sur la commune de Pressignac. Hein. C'est Pressignac, quand Pressignac a eu brûlé. Il y a eu 36 morts à Moulinier et 32 morts à Pressignac. Hein. D'accord. Ça, je m'en souviens comme hier. Hein. Et à chaque 8 mai, j'ai remercié à chaque fois la gendarmerie de la Lende et de Saint-Albert. Hein. Aussi, les gendarmes peuvent m'arrêter, qu'ils savent que je suis un fervent à aimer les gendarmes. Hein.
Tous les gendarmes avaient pris le maquis ou certains d'entre eux? Non, parce qu'il y avait les GMR qui étaient des gendarmes de réserve. Voilà. C'est pour cela que le groupe Mireille a été délogé par des GMR. Voilà. Oui, mais à la Lende et à Saint-Alvert. Saint-Alvert, c'était des gendarmes. Je vous assure que si la rue pouvait parler, ils étaient au courant de ce qui se passait, mais ils ne disaient rien. Mais il faut vraiment être résistant, être gendarme résistant pour porter l'uniforme, enfin, recevoir les ordres de Vichy et, pour ainsi dire, les effacer pour vivre avec le maquis, quoi. Donc après le 6 juin, ils ont pris le maquis eux aussi. Ah oui. Ils ont pris tous les gendarmes. Il y avait 3 gendarmes ici à Saint-Alvert. Il y en avait un qui était plus âgé, donc il allait être à la retraite. Il n'a pas suivi. Mais il y avait donc Pierre Gardel, Bazerque et Rivière. 3 gendarmes qui ont monté donc ce petit maquis à la Brandière là. Mais tous les gendarmes de la Lende et de Saint-Alvert n'ont pas pris le maquis. Si. Tout. La brigade? Parce qu'ils étaient 4. Ils étaient que 4 à l'époque, 4 gendarmes. Donc les 3, plus celui qui est parti, qui était plus âgé, il allait être à la retraite, il n'a pas suivi, voilà. Bon, les 3. Mais à la Lende, il y en avait 4 gendarmes, mais j'y étais 6. Alors, donc les 2 plus vieux n'ont pas pris ne sont pas rentrés dans la résistance parce qu'ils étaient trop âgés, voilà, plus dynamiques, voilà. C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. La prochaine partie de cette émission sera diffusée la semaine prochaine.